Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre Trendstalk. Aujourd'hui, nous accueillons Christophe De Beukelaar, qui est chef de file des engagés à Bruxelles, mais qui a annoncé son départ surprise de la politique. On va tenter de comprendre pourquoi il a pris une telle décision, avant d'évoquer aussi ses centres d'intérêt. On sait qu'il s'intéresse beaucoup aux crypto-monnaies, à la blockchain, aux stablecoins. Bonjour Christophe De Beukelaar. Bonjour Baptiste. Vous avez récemment, donc je le disais, annoncé votre départ de la scène politique, en tout cas prochainement. C'est quand même surprenant pour quelqu'un de 38 ans quand même. Oui, c'est un grand changement dans ma vie déjà et voilà, je pense après 12 ans d'engagement politique, j'ai essayé de faire avec le plus d'honnêteté, le plus d'engagement possible. J'ai d'abord été conseiller communal, puis échevin, député, chef de groupe, président régional de mon parti. J'ai eu beaucoup de bonheur. Beaucoup de plaisir, j'ai tenté de faire de mon mieux, mais j'ai toujours plaidé pour une certaine rotation des élus, que la politique n'est pas un métier mais un engagement. C'était le titre d'une de mes premières cartes blanches en politique que j'avais écrit dans un journal. Et 12 ans après maintenant, je joins la parole à l'acte et je décide d'aller faire une expérience, d'aller me déployer dans le privé. Et qui sait, je reviendrai peut-être un jour, on verra bien si... Oui, mais d'accord, mais votre parti a plutôt le vent en poupe. À Bruxelles, on sait que ça a été compliqué à certains moments. Le CDH approchait le seuil électoral. Bon, là, il y a un renouveau avec les engagés. Vous étiez promis peut-être un poste ministériel. Je réitère ma question, c'est quand même étonnant. Oui, je sais que ça fait beaucoup parler parce que les gens se disent, surtout en politique, les gens se disent, mais enfin, il allait devenir ministre là dans quelques semaines. Mais oui, je renonce à ça, je renonce à devenir ministre. Je suis un homme d'idées, un homme qui aime le concret et j'ai acquis petit à petit la conviction ces derniers mois et ces dernières semaines que j'aurai plus d'impact ailleurs, plus d'impact dans la société civile pour faire avancer mes idées. Et dès que cette conviction a commencé à m'habiter, je ne voulais pas me trahir. Et donc, je prends cette décision qui est difficile, mais je suis serein parce que je sens qu'elle est juste. Et vous avez pris cette décision quand Alors, vous savez, quand vous parlez honnêtement avec des femmes et des hommes politiques, ils vous disent que cette question de savoir si on va rester en politique nous habite depuis le premier jour. Est-ce que les sacrifices, d'abord aussi, sur la vie privée, c'est vrai que c'est une vie qui est pas facile au niveau privé, mais je joue pas Calimero, chaque métier, chaque engagement a ses plus et ses moins. Mais on doit dire que il y a quand même une série de sacrifices. Et puis, c'est aussi un monde particulier qui réagit beaucoup à l'émotion, qui vraiment accentue toujours ce qui nous oppose au lieu de mettre en valeur ce qui nous rassemble. C'est un monde très fort axé sur le court terme et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai senti que mon énergie, mon envie diminuait. Et puis mon père m'a un jour posé cette question, c'était au mois de juin, il me disait « Mais Christophe, en fait, je te vois... aller dans tous les sens et essayer de faire ton maximum, mais tu te souviens pourquoi tu es rentré en politique ? Tu m'avais dit à l'époque, tu rentrais en politique pour essayer de changer les choses, d'avoir de l'impact, de mettre en œuvre des idées, de faire de la politique autrement. Et aujourd'hui, est-ce que tu y arrives encore ? Et donc c'est une forme de résignation alors que les choses ne bougent pas assez vite en politique ? Cette idée m'a habité pendant tout l'été et petit à petit, cette évidence est venue là. C'est-à-dire que je pense que ça dépend de beaucoup de facteurs, notamment aussi de son caractère. Et moi, j'ai un tempérament d'entrepreneur. J'ai été entrepreneur avant de faire de la politique. J'ai envie d'avancer sur du concret, de faire avancer les choses. J'ai des idées avant-gardistes aussi qui, je le remarque, sont parfois difficiles à défendre en politique. Et en fait, avec tout ça, je pense qu'il y a moyen de faire bouger les choses en politique. Mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, et c'est ce que j'ai pu donner pendant 12 ans. J'ai fait ce que j'ai pu, je pense, avoir eu de l'impact positif sur une série de dossiers. Mais avant d'être résigné, avant d'être dégoûté, je préfère aller me régénérer justement dans la société civile. Ma conviction profonde, en fait, c'est que les sujets avant-gardistes sur lesquels j'aime beaucoup travailler, vous le savez, l'intelligence artificielle, tout à fait. La crypto, par exemple, mais c'est aussi les pédagogies alternatives à l'école, les nouvelles formes d'habitat, l'économie régénérative, toutes ces idées-là.
en fait, elles naissent dans la société civile, elles sont développées dans la société civile, et une fois qu'elles arrivent à maturité, 10-15 ans plus tard, le politique s'en empare et s'en saisit. Et c'est vrai que mon caractère, je pense, aujourd'hui, en tout cas à ce stade-ci de ma vie, me donne envie de travailler plutôt à ces idées-là, là où je peux avoir de l'impact, c'est-à-dire dans le privé. Oui, c'est ça. Vous l'évoquiez, 12 années, échevin, aussi député bruxellois. Qu'est-ce que vous retenez, les bons moments, ou en tout cas les moments marquants de cette carrière politique ? D'abord, il y a des dossiers. Moi, je suis quelqu'un de fond, donc j'aime bien travailler les dossiers. Par exemple, sur le nucléaire, je me souviens en 2017, quand le MR, avec Marie-Christine Marguem, fermait encore des centrales nucléaires et était encore pour la fermeture des centrales, j'avais commencé à plaider et j'avais dit il n'y a aucun parti politique en Belgique qui n'ose assumer le fait qu'on doit ouvrir des nouvelles centrales et prolonger le nucléaire. Et j'ai été modestement, mais parmi les premiers, j'avais eu des bons contacts avec Jean-Paul Poncelet aussi, qui à l'époque avait été un ministre très actif sur ces dossiers-là, qui m'avait beaucoup inspiré, et j'avais porté le fer au sein du parti pour petit à petit faire changer. Ça a mis un petit peu de temps pour que la ligne du parti bouge. Exactement, et c'est ça qui est frustrant parfois en politique, mais à la fois, je sais que là j'ai eu un impact. Ça a aussi été la crise migratoire qu'on a connue il y a 3 ans, où j'ai été avec mes collègues, Georges Dallemagne, Yvan Vroegstraat, on a été dormir devant la résidence du Premier ministre pour la nuit, sous tente, pour protester contre le fait que des mineurs étaient laissés à l'abandon dehors. Ce qui avait été médiatisé internationalement, exactement. Il me semble aussi. Tout à fait, et j'avais été à la rencontre de ces jeunes Syriens qui fuyaient un régime qui les persécutait et qu'on laissait dormir dans la rue. Et donc ça, c'est des moments où on se sent vraiment utile. Aussi du plus concret, c'est le Volubus, le petit taxi social qu'on a mis en place à Woluwe-Saint-Pierre, qui transporte les seniors sur la commune pour un prix vraiment modique. Et c'est une initiative d'économie sociale qu'on a pu mettre en place avec le CPAS, des bénévoles, et ça marche très bien, les commerçants de la commune. Et là, on a l'impression vraiment d'avoir un impact, et ça c'est évidemment très chouette. Et les mauvais moments, alors il y a parfois des luttes de pouvoir en interne ou que ce soit en externe. Qu'est-ce qui je dirais, alors, pour encore d'abord dire encore un dernier bon moment, c'est évidemment la victoire électorale. Restons sur les bons moments pour le moment. Non, mais juste encore ça, c'est vrai que, parce que vous avez posé votre question sur le déclin du CDH, la transformation des engagés, et c'est clair que quand en 2024, je mène les élections et qu'on repasse de 4 députés au Parlement bruxellois à 8 et de 1 à 2 au Parlement fédéral, on double notre présence, on double notre impact, et ça évidemment, c'est extrêmement gratifiant. Et donc, j'ai connu des très beaux moments. C'est ça que je veux vraiment vous dire. Et je pense que les équipes aussi sont parties pour le futur. Et c'est ça qui me tenait aussi à cœur, c'est d'accompagner les équipes et que les engagés, parce que c'est, je pense, le parti le plus pertinent aujourd'hui sur la carte politique, puissent poursuivre. Les bons moments, c'est les moments où on essaye de changer les choses et on n'y arrive pas. Moi, je pense, par exemple, pour assainir la démocratie, on doit responsabiliser les élus. Responsabiliser même financièrement les élus. Vous savez qu'on a connu une très grande crise, on connaît encore une très grande crise politique à Bruxelles avec un blocage. Mais j'ai défendu à la tribune au Parlement, et je suis très fier que mes 8 députés régionaux bruxellois aient co-signé cette demande de pouvoir sanctionner financièrement tous les élus bruxellois pour cette crise politique. Après 1 an, ça devenait injustifiable. Et donc on proposait de diminuer de 40%. C'est pas rien. Les salaires des députés et des ministres, le temps que dure le blocage, pour que ce blocage, qui a un impact majeur sur la société civile, sur les entreprises, sur les associations, que les politiques qui en sont responsables en ressentent aussi l'effet. Et quand vous menez ces combats-là et que vous vous retrouvez face à des murs, impossible. Ce message n'a pas été entendu. Sauf le PTB, qui, là, je dois constater, le PTB, qui sur ces sujets-là aime bien la radicalité. Mais en tous les cas, c'était pour moi une mesure raisonnable, de bonne santé politique, et pas un parti démocratique n'a voulu nous suivre, et je le regrette vraiment. Et c'est vrai que là, vous dites... mais si on n'arrive même pas à parler de ces sujets-là, essayer de faire avancer les mentalités sur des sujets comme ça, c'est compliqué. Eh bien, justement, le débat, et vous l'évoquiez aussi, est de plus en plus exacerbé. Il y a eu des événements qui se sont passés à Liège avec des élus et maires qui se sont fait vilipender, voire même un peu plus. C'est dans cette politique-là non plus que vous ne vous reconnaissez plus, un débat trop extrême ?
Oui, je pense que ce qu'on a vu à Liège, c'est scandaleux, c'est une honte pour notre démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer, de porter des idées, de se réunir, de faire de la politique, et ça doit se faire dans un climat serein. Alors, bien sûr, moi, je combats toute une série d'idées, que ce soit du MR ou d'autres partis, mais je le fais dans les cénacles, là où, dans le débat, dans un débat ça fait quand même peur pour la démocratie, ce genre de choses. Ça fait très peur, parce que quand on en vient à des violences physiques avec des bandes qui se rassemblent, qui sont agressives, j'aurais pas voulu être à la place des mandataires MR qui arrivaient là et qui, pour leurs idées, sont attaqués de telle façon. Je pense que c'est tout ce que tous les démocrates doivent combattre en permanence, et voir que certains extrémistes dans ces manifestations en arrivent là, ça doit être puni par la loi. Et on l'évoquait, est-ce que la crise politique actuelle a quand même pesé dans votre décision? Bon, voilà 14 mois qu'on patouille. À quel point ça a pu jouer, et à quel point vous êtes aussi peut-être encore motivé pour la résoudre, parce que vous ne lâcherez pas vos mandats avant la fin de cette crise. Ça peut durer longtemps d'ailleurs. Oui, j'ai dit que je resterai jusqu'au bout de la négociation. Je mène d'ailleurs les négociations aujourd'hui budgétaires pour la région, on va en parler j'imagine, et je vais rester jusqu'à ce qu'il y ait une solution, ou au plus tard fin d'année. Il y a un moment donné, si la déraison va jusqu'à ce point-là, moi je ne peux plus en être l'otage. Et donc fin d'année au plus tard je partirai, mais jusque-là je donne mon maximum pour contribuer à la solution. Et sans ambition personnelle, ça permet parfois aussi d'être un facteur de solution plus facilement. Oui, d'accord. Mais votre question, c'était... Ces 14 mois vous ont quand même un petit peu épuisé ou... Alors, clairement, ce triste spectacle, mais c'est plus que ça, c'est un spectacle affligeant, honteux pour Bruxelles, qui va avoir des répercussions durables sur la vivacité de notre économie, par exemple, et sur la société. Ça n'encourage pas quelqu'un qui aime agir à continuer, ça c'est clair. Maintenant, je vous dis, cette réflexion, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus large que ça. D'accord. Et d'ailleurs, à la fin donc moi j'ai pris cette décision cet été, j'avais déjà prévenu Yvan Vroegstraat et Maxime Prévost que j'allais quitter. Ils l'ont pris comment ? Ils l'ont su déjà à début août, et je voulais juste vous dire que quand la mission d'Yvan Vroegstraat comme facilitateur, on pensait qu'elle allait réussir, parce qu'on était à deux doigts, et donc la veille il me demande, bon, ça va vers a priori, ça va marcher. Est-ce que tu es sûr que tu veux quitter? Parce que tu peux devenir ministre, donc si tu veux, tu reviens sur ta décision. Tu ne l'as pas encore annoncé publiquement. Et j'ai senti intérieurement que non, je ne voulais pas, je voulais changer de monde, d'environnement, et que j'allais me déployer ailleurs. Et donc, c'est pas uniquement cette crise qui m'a dégoûté. Ça fait partie évidemment des éléments, mais même quand elle se résout, ma décision reste ferme. Et donc, au sein du parti, ils ont quand même dû être étonnés, je suppose, de votre choix. Et quelle réaction ils ont eu? Oui. Ils ont essayé de vous retenir? Comment ça s'est passé? Ils ont eu une réaction d'abord d'étonnement. Ça c'est personne ne s'y attendait. Et c'est vrai que j'ai vraiment mené cette réflexion avec ma famille, mes quelques bons amis, les proches. Et après aussi quand même de la compréhension, parce qu'ils me connaissent, ils connaissent mon caractère, ils savent comment je fonctionne, et ils vivent aussi eux-mêmes, bien sûr, certains aspects difficiles de la politique. Et donc ils peuvent bien comprendre évidemment la situation dans laquelle je suis, et beaucoup de respect pour la décision, je dirais. Et l'important maintenant, c'est que tout ça se passe dans une transition fluide, et que les engagés puissent avoir un avenir sans moi aussi à Bruxelles. Alors pour le moment, justement, on l'évoquait, il y a une initiative à 6 partis. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer les Bruxellois sur une possible sortie de crise ou pas, puisque vous négociez encore, on l'a dit? Voilà, donc enfin maintenant des discussions budgétaires ont commencé, c'est-à-dire on va essayer de faire un budget pour Bruxelles, sans parler de la coalition qui suit, même si personne n'est dupe, et on sait bien qu'à partir du moment où on a un accord sur un budget, ces partis qui sont rassemblés là seront évidemment enclins à le mettre en œuvre eux-mêmes aussi. Oui, le MR a refusé, puis maintenant accepte, parce qu'apparemment il y a des chiffres quand même relativement précis sur les objectifs. Voilà, disons que tout le monde a pris un engagement fort, c'est de faire 1 milliard d'économies sur 4 ans, puisqu'il va rester 4 ans. Donc c'est pas rien, sur un budget de 6 milliards et demi, 7 milliards et demi, ça dépend si tu regardes
les rentrées ou les dépenses. D'accord. Puisqu'il y a un gros décalage entre les deux. D'accord. Et donc, c'est d'aller chercher ce milliard. Il y a 1,5 milliard de déficit, c'est de le réduire à 500 millions en 5 ans. Donc, ça va être dur. Et ça a convaincu, en effet, les partenaires tout sur la table. Donc, est-ce que je suis optimiste? Vous savez, moi, je suis optimiste depuis le début de cette crise. C'est-à-dire qu'à chaque initiative, je me dis, allez, on met toutes ces forces dans la bataille. Et ici, ça fait 3 jours qu'on se réunit. L'ambiance n'est pas non plus joyeuse parce qu'il y a eu beaucoup de ressentis de la part de tous les partis, mais il y a une réelle volonté à tous d'aboutir et d'essayer d'avancer. Donc pour l'instant, ça tient. Il y a très peu de fuites dans la presse, ce qui est plutôt bon signe. Oui, effectivement. Et il y a cette relation, effectivement, d'être humain à être humain qui est quand même importante dans une négociation. Hein. Vous en parliez là juste maintenant. Il n'y a pas que les négociations chiffrées, il y a vraiment cette relation entre oui, il y a vraiment... la politique, c'est de l'humain. C'est une donnée qui est, par certains acteurs, très, très minimisée, alors qu'il ferait bien de s'en préoccuper plus. Alors, s'il y a un accord sur le budget, il faudra trouver une majorité du côté néerlandophone. Hein. On ne va pas être trop technique, mais donc il faut un 4e partenaire. Pour l'instant, l'initiative du MR a laissé le CDNV en dehors, et aussi la NVA. Et donc, on en revient toujours à cette question, avec ou sans la NVA. Est-ce que ça n'empoisonne pas les négociations en ce moment ? Disons, c'est clair que c'est un peu the elephant in the room, l'éléphant dans la pièce, où on se dit, en fait, une fois qu'on va arriver au bout de ces négociations budgétaires, comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre? Il va falloir une majorité pour installer le gouvernement, ou bien laisser l'ancien gouvernement en place, mais on voit bien que c'est pas très durable d'avoir écolo et défis qui sont pas dans qui n'ont pas voté ce budget, mais qui doivent aller appliquer, surtout qu'il y aura plein d'économies et donc des décisions difficiles à prendre. Et donc la question du CDNV va immanquablement se poser. Pour l'instant, l'accord, c'est d'avancer avec ces 6 partis et de voir quel peut être le partenaire néerlandophone supplémentaire, CDNV, NVA ou d'autres si certains veulent. Mais je pense que les partenaires, si je comprends bien la psychologie de chacun, a besoin d'abord d'être rassuré sur la réelle volonté de ce groupe de faire des vraies économies pour ensuite pouvoir voir est-ce qu'on peut éventuellement résoudre ce problème de la NVA qui traîne comme un boulet au pied de la politique bruxelloise depuis un an. Depuis le début. Une fois la parenthèse fermée de la politique, vous avez des projets. Vous aviez dit que vous étiez vous avez été entrepreneur, vous êtes proche des milieux entrepreneuriaux bruxellois. C'est quoi votre avenir ? C'est sûr que je pense que ça va aller vers l'associatif, mais plus que probablement surtout l'entrepreneuriat. Vous savez, les idées qui me tiennent à cœur. J'ai écrit un livre il y a 2 ans, Au-delà du bruit, 10 solutions pour notre avenir, qui dresse plus de 40 solutions pour notre avenir. Et en fait, j'y ai travaillé en tant qu'homme politique. Et aujourd'hui, j'ai envie de travailler à ces mêmes idées, mais du côté de la société civile, dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça va être certainement la création d'entreprises dans ces secteurs-là qui me tiennent à cœur. Et voilà, je suis bruxellois, j'aime Bruxelles, je vais rester à Bruxelles et j'ai envie de me connecter aussi au secteur de l'entrepreneuriat bruxellois. J'ai essayé de les défendre au maximum en politique. Maintenant, je vais de l'autre côté de la barrière. Et donc, en fait, avant de parler, de dire publiquement le fait que j'allais arrêter la politique, c'était très difficile de penser au projet d'avenir puisque je ne pouvais pas en parler. Or, maintenant que la politique est clairement c'est ça, mais donc vous avez quand même quelques idées derrière la tête quand même. Voilà, et j'ai beaucoup d'amis dans le monde entrepreneurial et donc les contacts sont en train d'être pris pour commencer à s'inspirer et à rêver Mais on n'en saura pas plus aujourd'hui. Non, pardon. Si c'était ça que vous souhaitiez, non. Mais l'un de vos centres d'intérêt, je l'évoquais en début d'interview, ce sont bien sûr les crypto-monnaies et surtout la technologie qu'il y a derrière, la fameuse blockchain. Alors, il y a aussi tout ce qui est lié au stablecoin, qui peut être vraiment un game changer selon vous. Ça peut être une révolution financière. Expliquez-nous un petit peu en quoi, parce que c'est souvent quelque chose de nébuleux pour la plupart qui peuvent nous écouter. Ouais. Peut-être d'abord que tout le monde comprenne bien, parce qu'on en parle très peu à la télévision, donc je suis très content que vous me permettiez de répondre à certaines questions là-dessus. Il faut comprendre que l'argent a toujours évolué. Au début, on a fait de l'échange, et puis on a utilisé du sel, et puis on a utilisé des objets en bronze, et puis il y a eu les pièces, et puis les billets, puis les données électroniques à l'intérieur des banques. Et puis aujourd'hui,
c'est les crypto-monnaies. Ça, j'en suis persuadé. C'est pas moi qui en suis persuadé. Il suffit de regarder les chiffres de développement. Et donc, c'est en fait une mise à jour de la monnaie. Et il ne faut pas être grand devin pour comprendre que ceux qui seront à l'avant-poste de cette nouvelle monnaie, c'est la monnaie de l'ère numérique, en fait, tout simplement. C'est la monnaie d'Internet. Et comme tout devient aujourd'hui numérique, eh bien, la monnaie aussi va suivre. Eh bien, ceux qui sont à l'avant-poste de cette monnaie, bien sûr, c'est comme ceux qui avaient des mines d'or sur leur territoire, bien sûr qu'ils ont pu en profiter, qu'on a commencé à utiliser l'or comme monnaie d'échange. Et donc, c'est pour ça que, en fait, cette monnaie numérique, et c'est important que l'Europe, que la Belgique s'y intéresse et que je me suis battu en politique pour ça. Alors, dans ces crypto-monnaies, c'est très large. La crypto-monnaie, c'est quoi ? C'est simplement une représentation numérique d'un objet physique. Ça peut être la représentation numérique d'un titre de propriété d'une maison, ça peut être la représentation numérique d'une œuvre d'art, ça peut aussi être une monnaie. Et donc, la la crypto-monnaie la plus connue, disons, c'est Bitcoin. Bitcoin, bien sûr. Et Bitcoin, c'est en fait c'est comme l'or numérique, ça a les mêmes propriétés que l'or numérique. Qu'est-ce que, en fait, l'or, au début, tout le monde était content d'utiliser l'or parce que c'est un objet qui est rare, qui est divisible, qui est pérenne dans le temps, sauf que c'est pas très pratique. Il faut l'avoir dans les poches, c'est lourd, c'est pas évident. Et donc on a commencé à les mettre dans les coffres et à demander à des intermédiaires de s'en occuper. Et ces intermédiaires, à la place, ils ont donné des billets pour qu'on puisse commencer à commercer plus facilement. Et alors, ces intermédiaires n'ont pas été tout à fait débiles parce qu'ils se sont dit, mais en fait, comme personne ne vient chercher l'or, ou pas souvent, je peux émettre plus de billets que ce que j'ai d'or dans mes coffres. Et donc, comme ça que tout ce système est né, avec en fait, aujourd'hui, je pense, une grande crise de confiance dans le système monétaire actuel, puisque on a l'impression, et je pense que c'est vrai, qu'il y a beaucoup de fake là-dedans, qu'il y a en fait de la surproduction de monnaie par rapport aux besoins réels et au fonctionnement économique. Et donc, Bitcoin, c'est un peu une solution à ça parce que Bitcoin dit, en fait, le fait que ce soit pas pratique, l'or, eh bien, ça, nous, on le règle parce qu'on a les mêmes propriétés que l'or, mais dans le numérique. Et donc, ça ouvre un champ énorme, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone et envoyer des Bitcoins à l'autre bout de la planète en quelques secondes pour presque pas de frais et sans intermédiaire. Et de manière complètement sécurisée. Et donc, quand on regarde à la blockchain, je vous coupe. Voilà, regarde à la blockchain, bien sûr. Donc quand on regarde ça, on peut avoir toutes les opinions politiques qu'on veut, c'est simplement technologique, technique, on voit bien que c'est imbattable. Et que quand on fait quelque chose plus rapide, moins cher, plus sécurisé que l'alternative, eh bien sûr que ça gagne. Oui. Et donc, c'est ça mon discours politique, c'est pas de dire Bitcoin c'est bien ou pas bien, c'est simplement, techniquement, on voit que c'est une technologie qui va évidemment arriver, c'est sûr. Tout à fait, mais quelque part, et vous l'avez évoqué, c'est une technologie, en tout cas le Bitcoin, qui peut effrayer, et déjà aussi il est utilisé dans certaines circonstances. Bon, on évoque toujours la même chose, mais l'achat de drogue, d'achat d'armes, et donc ça crée certaines craintes, il y a aussi beaucoup de spéculation, et donc de variation dans la valeur de cette monnaie. Et c'est là qu'il y a peut-être un autre élément qui peut rassurer un petit peu et qui utilise la même technologie. Et j'y venais avant, ce sont les stablecoins. Là encore, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça changerait le quotidien des gens et en quoi c'est une révolution ? D'abord, tout le discours sur le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, etc., par les crypto-monnaies, c'est une mésinformation. Ça a été largement démenti par toutes les études sérieuses qui ont été faites. Bien sûr qu'au tout début, tout comme au tout début d'Internet, Internet était utilisé par des malfrats parce que la police n'avait pas de vue dessus, mais dès que la police a compris comment fonctionnait Internet et a commencé à faire des contrôles et à suivre, ça s'est arrêté. Enfin, ça s'est arrêté, ça a fortement diminué. Aujourd'hui, la fraude au Parlement européen ne se passe pas en Bitcoin, elle se passe en valise de cash, vous l'avez suivi quand même. La fraude qui se passe essentiellement, le financement de tous les grands malheurs de ce monde, ça se passe essentiellement par le cash. Donc c'est vraiment je tente le coup à et pour la volatilité Et alors, sur la volatilité, ça c'est clair qu'aujourd'hui c'est encore très volatile, alors la volatilité, elle diminue très fort avec le temps. Quand vous regardez la volatilité de Bitcoin il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est divisé par je ne sais pas combien. Pourquoi ? Parce que, en fait, plus il y a des capitaux, plus les capitaux affluent dans le Bitcoin, eh bien, plus proportionnellement, quelques acteurs ne peuvent pas faire influencer son cours et donc, petit à petit, oui, même s'il y a eu quelques hivers
crypto, mais qui sont de plus en plus espacés. Voilà, bien sûr, mais c'est espacé et ça diminue avec le temps. Mais c'est sûr que c'est pour ça que les stablecoins sont un outil intéressant. Le stablecoin, c'est quoi? C'est en fait un crypto-actif, une crypto-monnaie, donc une représentation d'un actif, mais qui représente en fait une monnaie fiduciaire. Et donc, on a un stablecoin dollar, c'est un stablecoin, donc c'est un jeton numérique, mais qui est adossé au dollar et donc qui aura tout le temps la même valeur que le dollar. Et donc, vous n'avez pas de ce problème de volatilité. Et ça en fait un outil très intéressant puisque ça en fait un outil de pont entre la finance centralisée actuelle basée sur le dollar et l'euro qu'on connaît et la finance décentralisée basée sur le bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Et donc c'est vraiment la porte entre les deux, le pont. Et c'est très important du coup ce pont parce que ça veut dire que tous les gens qui vont utiliser ces stablecoins, eh ben, ils vont tomber dans un ou dans l'autre système. Et donc quand vous avez les États-Unis qui aujourd'hui misent de manière majeure sur le stablecoin dollar, eh bien c'est dangereux pour nous parce que toutes les entreprises, tous les citoyens qui vont commencer à s'intéresser à la crypto-monnaie, ils vont le faire par le biais du stablecoin dollar, par cette porte d'entrée-là. Et donc, ça va évidemment renforcer le dollar par rapport à l'euro. Alors qu'on avait une opportunité gigantesque, puisque le dollar est sur la fin, on le voit bien, ça va pas, voilà. La domination du dollar, en tout cas, est attaquée. C'est ça que je veux dire. La domination du dollar est en train de perdre du terrain. Et on voit bien que Trump, il a déjà compris à la prochaine révolution. Il est déjà à la prochaine révolution. Il a compris que ça allait passer par les crypto-monnaies, par les stablecoins, et donc il est en train de prendre des années d'avance sur nous. Oui, c'est ça. Et nous, par rapport à ça, la BCE notamment persiste sur cet euro numérique qui est une CBDC, donc une monnaie digitale. Et selon vous, c'est la mauvaise direction. C'est quoi en fait cette monnaie digitale, cet euro digital? Et en quoi c'est différent d'un stablecoin? C'est quoi le problème? Donc l'euro digital, l'euro numérique, c'est une tentative de la Banque Centrale Européenne d'éviter la concurrence des stablecoins et donc de faire en fait une sorte, si vous voulez, de stablecoin public émis par la Banque Centrale Européenne qui pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que ça pose un problème majeur de vie privée. Parce qu'en fait, c'est quoi cette nouvelle monnaie numérique? On parle de crypto-monnaie, c'est quoi? C'est en fait une nouvelle, une mise à jour technologique de la monnaie, qui permet de faire de la monnaie programmable. C'est-à-dire que c'est la monnaie qu'on va trouver sur Internet et qu'on va pouvoir programmer. Ça devient technique, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Mais il faut comprendre que c'est une évolution technologique. Le problème, c'est quand vous laissez une évolution technologique de cette ampleur gérée par le public, ça va être déjà très lent, avec beaucoup de difficultés d'accès. Et donc, vous voyez bien, en fait, et on le voit dans les applications concrètes, c'est que l'euro numérique va pouvoir être beaucoup plus difficilement utilisé que les stablecoins. Et donc, en fait, toutes les entreprises, tous les agents, tous les pays vont plutôt passer par les stablecoins qui vont être beaucoup plus rapides, faciles à utiliser que l'euro numérique qui va demander énormément, où il y aura énormément d'obstacles pour l'utiliser. Et donc, ça va. De un, je pense que ça ne va pas marcher. Et de deux, c'est très dangereux pour ceux qui l'utiliseront parce que ça permet quand même à la Banque Centrale Européenne d'avoir un accès directement à la monnaie avec laquelle vous achetez au paiement. Et donc, la Chine, par exemple, qui a développé le yuan numérique, justement, utilise ça pour vraiment un contrôle très fort de ses citoyens. C'est pas impossible. Alors, techniquement, ce qui est possible, voilà, je vais le dire comme ça, techniquement, ce qui est possible, c'est demain que quand vous achetez un petit pain au chocolat au boulanger, eh bien, qu'on vous empêche d'utiliser votre euro numérique pour ça, parce qu'on estime qu'on a croisé ça avec vos données de santé, et on estime qu'il ne faut pas que vous mangiez de pain au chocolat. C'est de la science-fiction aujourd'hui. Dans un monde dystopique, mais ça reste de l'ordre du possible. C'est de la science-fiction, parce qu'on a aujourd'hui des institutions qui gèrent ça avec beaucoup de contre-pouvoirs. Mais demain, vous voyez bien comment ça évolue dans nos pays, le risque, c'est d'avoir évidemment des régimes beaucoup plus extrémistes qui arrivent au pouvoir et qui pourraient utiliser cet outil extrêmement puissant pour contrôler la population. Et donc, moi, je pense qu'on doit faire très attention à ce genre d'outils, surtout que les banques n'en veulent pas, les citoyens, ça nous apportera rien comme accélération, comme facilitation d'usage, rien du tout. Ce sera beaucoup plus difficile d'utiliser les euros numériques dans ce monde de la crypto-monnaie que les stablecoins. Donc, en fait, il n'y a aucun avantage que des désavantages. Et les États-Unis, ils ont refusé de faire un dollar numérique depuis la Fed avec deux arguments. Un,
c'est un outil communiste et on ne veut pas prendre le chemin de la Chine. Et 2, la Fed n'est pas outillée pour faire gérer une telle évolution technologique qui demande une rapide adaptation, une flexibilité, etc. Et un outil public n'est pas adapté à ça. Et donc elle laisse la place au privé et les stablecoins, en termes de protection, sont décentralisés. Mais quel intérêt pour le citoyen? Qu'est-ce qu'il va faire avec ces stablecoins? Mais justement, il peut passer du monde de la finance centralisée, avec son dollar, son euro, etc., vers le monde des crypto-monnaies et faire des transactions beaucoup plus rapides, moins chères, plus sécurisées qu'en passant par le dollar ou l'euro. Oui, c'est ça. À l'autre bout du monde, ou de manière transfrontalière, il pourra, Tout à fait. Il pourra échanger ses monnaies. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour toutes ces explications sur les stablecoins. C'est un petit peu technique, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on évoquait pas souvent, qu'on n'évoque pas souvent à la télévision. J'espère que vous avez pu comprendre tout cela. En tout cas, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Trends Talk. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.